Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. On dirait que tu allais oublier mon nom. Non, mais écoute, parce que... Oui, hein, Claude? Non, arrêtez. C'est peut-être parce que je suis encore sur les vapes de ma soirée à Céline. Oh oui, comment ça a été ce spectacle-là? Ça a bien été. Ouais. Écoute, on quelque peu arrosé avant d'arriver, parce qu'on est arrivé au bâton... Non, en fait, au Madison, en face du Centre Bell, peut-être 6 heures, jusqu'à temps qu'on nous dise que pressez-vous pas, elle n'embarque jamais sur la scène avant 8h30. Alors, nous avons écouté l'hôtesse. Petite bouteille de vin plus. Ouais. Et puis, écoute, je suis arrivé là, digestif et tout ça. Et j'ai réalisé quelque chose, tu sais, que dans mon ancienne vie, j'étais animateur radio. Donc, moi, les tunes de Céline, j'ai beau faire semblant que je les connais pas. Tu les connais. Je les connais. Et il y a eu, à un moment donné, un succès Ziggy. Oui, alors, je m'appelle Ziggy. Exactement. Je suis folle de lui. Je peux te la chanter au complet. Je connais cette chanson par cœur. Elle a chanté Ziggy. Mais en avant de moi, il y avait un couple de gays qui étaient là, et puis eux autres, ils tripaient sur Céline. Alors, j'ai chanté Ziggy en chœur avec ces deux hommes extraordinaires. On les salue? Oui, mais je connais pas leur nom, mais je peux te dire, on a eu du plaisir. Pas de vidéo non plus? Non, mais on a une vidéo où on voit des images avec, de l'émission de Céline, mais de l'émission du show de Céline, mais sérieusement, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça le fun. Ces deux-là étaient crampés tout le long pendant que je chantais. Ils ont chanté avec moi. Ça a été le fun. Alors, Sport Express en compagnie de François Trépanier et Ziggy Baudouin. Voilà, exactement. Hey, François, j'ai pas envie de faire de politique, mais il y a quelqu'un ici, de très haut placé, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui écoute notre émission, François? Monsieur le maire, Alain Laplante. On sait qu'Alain aime le sport. Hein? Ben, tu te rappelles, première émission de la saison avec notre ami Renaud Lefort, nouveau commissaire à la Ligue nord-américaine de hockey. On avait parlé peut-être de la possibilité d'un retour à Saint-Jean et qu'il faudrait parler aux bonnes personnes. Et on avait tendu une perche à Monsieur le maire, peut-être pour un petit dîner en compagnie de Renaud Lefort. Quelle ne fut pas ma surprise, Alex, dimanche soir, d'avoir un message de Monsieur le maire, 2 mois et demi plus tard, qui était en rattrapage de ces émissions de Sport Express, qui nous invite à dîner avec Renaud Lefort pour aller parler peut-être d'un éventuel retour de la Ligue nord-américaine à Saint-Jean. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont être bien heureux. On va y être. Et tu as parlé à Renaud aujourd'hui. J'ai parlé à Renaud également. Alors, on va y être à ce dîner. Absolument. Et là, j'ai hâte de voir si M. le maire va écouter l'émission de cette semaine parce qu'on vous invite pour la dernière de Sport Express avant Noël. Alors, si ça vous tente de venir nous voir, puis l'émission va jouer pendant 2 semaines. Alors, nous, on n'a pas de couleur politique ici. Parler de sport avec M. le maire. Exactement. Alors, l'invitation est lancée. François, on est tellement contents. On est toujours contents chaque semaine, mais cette semaine, une personnalité de taille dans nos studios. On va remercier notre ami David Sauvry, qui est l'entraîneur-chef du Celtics qu'on a reçu la semaine passée, qui nous dit tout bonnement « Je suis ami avec Yoann Damet, qui est le plus jeune entraîneur de l'histoire de la MLS, assistant entraîneur du FC Cincinnati. Il sera à Saint-Jean la semaine prochaine. Aimeriez-vous l'avoir? » Quelle question. Alors voilà, il était là cette semaine. Bienvenue à Sport Express. François, cette semaine à Sport Express, on va se l'avouer, c'est de la grande visite sur notre... Une grosse pointure. Une grosse pointure. Merci beaucoup à David Sauvry, notre invité la semaine dernière, qui est un ami de notre invité cette semaine. Et d'abord, on va le présenter comme il se doit parce qu'il est le plus jeune entraîneur-chef de l'histoire de la MLS, la Major League Soccer. Il était l'entraîneur en chef du FC Cincinnati. Il est dans nos studios. Yoann Damet, bonjour. Bonjour, merci, ça va? Merci d'avoir accepté l'invitation parce que nous, on enregistre le lundi. C'est diffusé le mercredi. Donc, tu seras déjà retourné à Cincinnati parce que tu prends l'avion demain, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Jean? Une petite escale? Une petite escale. La famille de ma femme est toujours à Montréal et dans ses alentours. Et puis, les amis sont là aussi. Donc, j'en profite pour passer à Saint-Jean, notamment ce week-end. Et je repars demain pour le travail, pour continuer la préparation de la saison prochaine. Comment la rencontre s'est faite avec notre ami David Sauvry, qui est le tout nouvel entraîneur-chef du Celtics dans la meilleure ligue au Québec? Comment la rencontre s'est faite? Oh, la rencontre remonte à un petit moment. On était beaucoup plus jeunes que ce qu'on est maintenant, même si on n'est pas bien vieux. On a joué pour le même club en France. Donc on a partagé les mêmes équipes, les mêmes vestiaires par la même occasion. Et on a aussi commencé à devenir éducateur à peu près à la même période dans le même club. Donc à se côtoyer aussi à travers les formations d'entraîneurs.
Et voilà, j'ai eu la chance de le retrouver ici au Québec quelques années plus tard quand j'étais à l'Impact de Montréal. Ouais. Et puis, comme je le disais, j'ai beaucoup d'attaches ici au Québec. Donc, à chaque fois que je reviens, j'ai toujours un plaisir de passer le voir. Parce qu'on dit toujours qu'il prend mari prend pays, mais dans ton cas, à toi, c'est qui prend femme prend pays. Tu as rencontré ta conjointe ici. C'est vrai, tout à fait. Ouais. On va revenir sur ce parcours MLS-là un petit peu plus tard. Mais d'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, en fait, est-ce que le foot, le soccer fait partie de ta vie depuis le tout jeune âge? Est-ce que tu viens d'une famille qui pratiquait ce sport-là? Non, pas du tout. Mon environnement, quand j'étais plus jeune, j'avais des parents qui étaient sportifs, mais pas les parents qui étaient forcément attachés ni même suivaient le foot. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 98, j'avais 8 ans à cette époque-là, la fameuse Coupe du Monde en France. Et puis voilà, l'engouement d'un pays derrière son équipe nationale. Et puis à 8 ans, je me suis pris de passion pour ça. J'ai suivi l'épopée de l'équipe de France et puis ça m'a donné l'envie de m'y mettre. Et puis voilà, depuis, ça n'a fait que grandir et grossir. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ma passion, donc j'en profite. Tu dis que tu as décidé de te mettre au soccer lorsque tu as regardé la Coupe du Monde, lorsque la France performait. Mais le coaching, c'est une autre histoire. Comment le coaching est arrivé dans ta vie? C'est aussi une bonne question. Donc, j'ai commencé à jouer quand j'avais 8 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir des éducateurs qui m'ont inspiré. Donc, j'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer des gens inspirantes. Non seulement sur l'aspect du coaching, mais aussi sur l'aspect humain. Et je pense que c'est ça qui m'a donné davantage le goût de démarrer le coaching. C'était à la fois de transmettre le jeu, mais aussi de transmettre des valeurs et de transmettre aussi toute cette part socio-éducative. Donc ces gens-là m'ont donné l'envie aussi de m'y mettre, de redonner ce que j'avais appris. Ouais. Et assez rapidement, je me suis lancé là-dedans quand j'avais 16 ans pour continuer jusqu'à présent. Et parle-nous un petit peu du calibre. On commence, j'imagine, tu commences à coacher. Donc, on commence avec les débutants, à partager ta passion, apprendre du coaching. Et on se ramasse dans la MLS. Mais entre la MLS et les débuts, ça ressemblait à quoi ton parcours? Non, mais c'est beaucoup de travail. Ça commence bien évidemment avec le plus jeune. C'est un parcours un petit peu atypique en ce qui me concerne. On le sait, c'est un milieu qui est difficilement atteignable pour nous, les gens qui n'ont pas eu une carrière professionnelle en tant que joueur en amont. Donc j'ai démarré avec les plus jeunes, j'ai fait mes classes, j'ai eu des opportunités qui sont venues, que j'ai aussi saisies, en essayant chaque année de m'améliorer avant tout en tant qu'entraîneur, mais aussi de prendre une équipe un peu plus vieille ou dans un contexte un peu différent. J'ai décidé de suivre mes études, de passer mes diplômes aussi, mes diplômes fédéraux à travers la Fédération française. Et puis de fil en aiguille, comme je le disais, il y a des opportunités qui se présentent, des portes qui s'ouvrent. Et à ce moment-là, il faut aussi savoir faire preuve de courage et puis prendre des décisions qui sont non seulement des décisions importantes dans ma vie d'entraîneur, mais surtout des décisions importantes dans ma vie d'homme. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi mes valises pour venir ici au Québec, qu'il a fallu aussi reprendre une grosse décision de partir à Cincinnati, qui à l'époque jouait en USL. Donc voilà, c'est aussi une certaine part de prise de risque dans mon parcours qui a fait que j'ai aussi été récompensé par rapport à ça. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de passion avant tout. De sacrifices également. Mais les sacrifices ont une part importante là-dedans. Moi, j'ai coaché au hockey dans un niveau quand même, en fait, Bantam 2A, où à l'époque, c'était le plus haut niveau avant le 3A, là, qui est maintenant aujourd'hui. Je coachais des jeunes que leur père avait joué. Au soccer, on est un peu plus de néophytes maintenant ici au Québec. Donc, quand on va entraîner des jeunes, on l'a joué, mais on a un parent souvent qui a regardé ça de haut, qui a vu des matchs de l'Impact à la télé et qui envoie son jeune et qui peut-être peut dire « Ouais, il me semble que mon garçon ne joue pas beaucoup, ma fille ne joue pas beaucoup. » Mais aux décisions tactiques, on ne s'y connaît pas trop. En France, c'est le contraire. Même au-delà de votre Coupe du Monde en 98, c'est quand même votre sport national. Les gens ont joué. Comment c'est coacher des jeunes en France? Est-ce que c'est un peu la même chose qu'ici? Est-ce qu'on a les parents qui sont là, qui ne sont pas toujours d'accord avec nos décisions? Ouais? Non, c'est une bonne question. C'est vrai que le relationnel avec les parents est toujours quelque chose de difficile et de sensible à gérer. Les parents sont aussi une grosse part du développement de leurs enfants. Donc il y a des challenges et c'est partout pareil, que ce soit en France, que ce soit ici. Peu importe le niveau de connaissance des parents, c'est plus le fait que les parents parfois vivent leurs rêves à travers leurs enfants, qui fait que ça peut pousser à des dérives un petit peu de ça, des commentaires des parents sur les côtés. Donc c'est des choses à prendre en considération dans l'environnement, c'est des choses aussi en tant que club à prendre en considération. Il y a une part importante d'éducation à faire à l'intérieur des clubs,
de la part des entraîneurs, de la part des staffs techniques, de la part de la direction des clubs pour aussi dire aux parents de donner la confiance aux éducateurs. Les éducateurs, les entraîneurs sont là pour ça. Sont des experts ou en tout cas des experts en devenir, mais ont une connaissance bien établie qui leur permet de développer leurs enfants. Et vous décidez de mettre vos enfants dans un club, faites confiance aux gens qui travaillent avec eux. Bien dit. Qu'est-ce qui fait de toi un bon entraîneur? Si on parlait à tes joueurs ou à des joueurs que tu as coachés auparavant, qu'est-ce qui nous dirait sur toi qui peut ressortir peut-être des autres entraîneurs? C'est une question difficile. J'aime pas trop parler de... Je comprends que tu es quelqu'un de très humble. De ce genre de choses, non. Je pense que le fait que j'ai pas un background d'ancien joueur a fait que je dois m'imposer d'une autre façon. Ouais. Donc je dois m'imposer à travers mes compétences, je dois essayer d'être crédible à travers ce que je connais, mais aussi à travers mon relationnel avec les joueurs. Donc j'essaye à la fois d'être innovant dans ma façon de travailler, mais aussi d'être proche des joueurs, d'être à l'écoute et d'être là pour eux, pour leur développement et pour qu'ils soient performants. C'est moi où cette tendance commence à changer. Tu sais, à l'époque, c'était ça. Il fallait que tu aies joué la game. Ouais. Aujourd'hui, des gars comme toi, je pense que les joueurs, même les joueurs au top, au plus haut niveau, même peut-être le meilleur joueur du FC Cincinnati, se fout peut-être un peu de ton background. Lui, ce qu'il veut, c'est ce que tu vas lui amener sur le terrain et la façon que tu vas lui enseigner. Zach, est-ce que je me trompe ou on est rendu là? Non, je pense que tu es dans le vrai. Les joueurs sont à la recherche de ce qui va les rendre meilleurs. Les joueurs à ce niveau-là sont des joueurs qui attendent des challenges, qui attendent de progresser, qui attendent d'aller chercher les petits pourcentages qu'il va leur falloir pour être plus performants le week-end, mais aussi sur du long terme, être plus performants et évoluer dans leur carrière. Et ces joueurs-là, il faut leur proposer du contenu. Donc il faut arriver avec du contenu, il faut arriver avec des réponses à leurs questions et il faut aussi les convaincre. Donc les joueurs ont toujours des questions et c'est toujours plus facile de leur faire accepter certaines décisions, mais aussi certaines choses qu'on essaie de leur faire apprendre et mettre en pratique à travers justement les discussions et les explications. Donc avoir une raison, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et justement avoir cette crédibilité-là qui nous est offerte aussi par les connaissances qu'on a développées d'une autre façon. Donc ces gens-là qui ont un peu mon background, qui ne sont pas passés par le jeu en tant que tel, mais qui ont quand même joué à un certain niveau, amateur peut-être, passe par un autre chemin qui est celui de l'éducation, des formations, de la lecture, aussi l'ouverture d'esprit d'aller visiter d'autres clubs. Et je pense que ça nous donne aussi un autre aspect du jeu que certains anciens joueurs n'ont pas forcément. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a de la place pour tout le monde, que la compétence devrait être le numéro 1 des facteurs de promotion des entraîneurs. Et qu'au final, on peut y arriver de différentes façons. Après, ça reste dans les mœurs que c'est plus difficile pour nous avec notre background que pour un ancien joueur. C'est un fait. Maintenant, il y a de plus en plus de pays qui accordent leur confiance à de jeunes entraîneurs. Ça se voit de plus en plus de voir de jeunes entraîneurs qui sont passés par les bancs de l'école, qui sont passés par les bancs de la fédération, qui ont fait leur diplôme et qui aujourd'hui se retrouvent un peu propulsés au plus haut niveau dans des clubs qui leur accordent énormément de confiance. Donc, mais avant, c'était ça aussi, dans le sens que les joueurs professionnels qui étaient à leur plein potentiel avaient 31-32, alors qu'aujourd'hui, un bon joueur a 22-23, donc on les prend de plus en plus jeunes, donc ça prend aussi des coachs qui les comprennent aussi. Absolument. C'est vrai, les générations sont différentes, les générations évoluent, donc ça prend aussi... Je parlais tout à l'heure d'être innovant. Je pense que les méthodes d'apprentissage ont changé aussi. Les méthodes de management ont changé. Les joueurs ne sont pas en attente de la même chose. Il faut quand même avoir ce recul parce que dans un groupe, on peut avoir des joueurs de 34 ans comme des joueurs de 18 ans. C'était le cas cette année pour nous avec un jeune joueur de 18 ans et des joueurs un peu plus vieux d'une trentaine d'années. Donc, l'individualisation, le management humain, la sensibilité qu'on peut avoir avec ces différents joueurs-là est aussi importante. Donc oui, il y a les nouvelles générations, il y a quand même aussi les anciennes générations qui sont là. C'est le mix de ces générations-là qui fait qu'on a quelque chose d'assez singulier au sein de l'équipe. Mais on doit être en mesure de proposer du contenu qui est adaptable pour tout le monde et un management qui est aussi adaptable pour tous ces joueurs-là. Ça va vite, 10 minutes. Oui, on va s'arrêter tout de suite. J'aime ça d'entrer en profondeur comme ça, d'apprendre à connaître les différents angles d'un entraîneur et du cheminement de quelqu'un. Donc, Yoann, on s'arrête et au retour, on poursuit. Je veux qu'on parle aussi du FC Cincinnati parce que c'est ton club quand même. On va parler un petit peu de ton parcours avec l'Impact, mais c'est sûr qu'on va parler aussi du FC Cincinnati. Donc, on s'arrête et on revient avec Yoann Damet.
Nous sommes de retour avec l'entraîneur adjoint du FC Cincinnati, Yohan Damey. Yohan, on est ici à Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'un jour, tu as pris l'avion et tu as décidé de traverser l'Atlantique, en fait. Mais ça ne se décide pas comme ça. Ça s'est mûri longtemps, cette décision de venir ici au Québec. En fait, ça s'est fait sans se faire. En amont, je suis venu pour la première fois en 2009. Donc, ça fait 10 ans au Québec. J'ai eu la chance de passer des vacances avec justement quelqu'un qui était à Saint-Jean ici, de passer 10 jours et vraiment de tomber amoureux du Québec, de Montréal, des gens. Parce que si on revient à 10 ans, tu avais 19 ans, en fait, tu as 29 ans, donc tu étais tout jeune. Oui, j'étais tout jeune et du coup, parce que j'ai vraiment pris goût à passer du temps ici, je suis revenu d'été en été. Et j'ai tissé des liens avec des gens qui travaillaient ici dans le milieu du foot ici au Québec. Et en 2014, en 2013, fin 2013, il y a cette opportunité qui se présente et on me dit qu'il y a un poste qui va ouvrir à l'Impact de Montréal. Donc j'applique pour le poste et j'obtiens la chance de prendre l'avion et puis de venir emmener mes valises et ma vie ici à Montréal. Donc il a fallu prendre une grande décision, tout quitter derrière, mais aujourd'hui avec le recul, j'en suis très content. Parle-nous de ton passage avec l'Impact, comment ça s'est passé? Un passage très enrichissant, une académie qui est bien structurée, avec des choses qui sont mises en place de la part du directeur de l'académie, une vraie continuité des plus jeunes jusqu'en haut de la pyramide de l'académie. On les encadre bien. Oui, et avec beaucoup de continuité, avec des étapes à franchir, avec des objectifs par catégorie. Donc moi, je suis arrivé là-bas avec différentes missions. J'ai touché un peu à la préparation physique. J'ai créé la pré-académie, des équipes U8 jusqu'à U12, donc la création des programmes, le recrutement des entraîneurs, le recrutement des joueurs, mais aussi à travers la mise en place des programmes, je devais m'assurer de la continuité justement dans le projet. Donc il y avait des choses qui étaient mises en place à l'académie, maintenant on devait les descendre et les mettre en place à la pré-académie. Donc il y avait vraiment un projet transversal qui était très intéressant. J'ai eu aussi à ce moment-là l'opportunité de coacher l'équipe U18 à l'époque qui s'appelle U19 désormais et l'opportunité d'expérimenter énormément de choses. L'environnement de travail au sein de l'académie est très propice à l'apprentissage par essai-erreur. Donc il y a à la fois un cadre qui est bien mis en place, mais il y a aussi de la liberté à l'intérieur de ce cadre qui m'a permis moi en tant qu'entraîneur d'essayer, de me tromper, de réessayer, de mettre des choses en place et de développer mes propres convictions de travail. Donc pour moi, cette période de ma vie était une période importante parce que je considère que j'y ai développé aussi énormément de mes convictions de travail que j'ai aujourd'hui. Et du coup, ça a été très bénéfique. Je ne demanderai pas de comparer l'académie à Montréal et celle à Cincinnati parce que tu me disais hors d'onde tantôt que vous commencez là. Il y a des nouvelles équipes d'académie qui, je pense, qui s'est mis en branle l'an dernier, c'est ça? Oui, l'académie. Donc, c'était notre première saison MLS cette année. Ouais. L'académie est sortie de terre cet été, donc avec 2 équipes, une équipe U15, une équipe U17. On en est vraiment aux prémices pour l'instant. Ouais. On essaye de bien faire les choses, de mettre en place, encore une fois, ce même principe de projet transversal, de l'académie jusqu'à la première équipe. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on est très content de ce qui se passe jusqu'à présent. Donc pour l'instant, on est loin derrière l'académie qui, je pense, est sortie de terre en 2012. Ouais. Donc on a encore du travail à faire, mais avec un projet qui est très, très ambitieux et excitant. L'Impact de Montréal a su faire sa place avec le Canadien de Montréal qui prend énormément de place partout à travers l'Amérique, même à travers le monde. Tu as les Alouettes qui commencent à en prendre un petit peu plus. L'Impact est rendu un joueur majeur. Parle-nous du côté de Cincinnati, le FC Cincinnati, avec les Bengals, avec les Reds, la place que vous prenez, est-ce que ça s'en vient bien? Le club est très jeune, le club a 4 ans, donc on va rentrer dans la 5e année, la saison prochaine en 2020. Et le club a suscité énormément d'intérêt très très rapidement. Donc il faut savoir que les Reds et les Bengals sont des résultats sportifs qui ont été compliqués les dernières années. Et l'arrivée de notre club a suscité un nouvel engouement de la part de la communauté. Donc assez rapidement, le président s'est retrouvé surpris la première année d'avoir un stade rempli avec 15 000 personnes. La première année en USL. Puis la deuxième, c'était 20 000. Puis la troisième, c'était 25 000 de moyenne. Et puis la 4e année, on était en MLS. Donc il y a cet engouement qui s'est créé, un peu de fraîcheur aussi qui est arrivé au sein de la communauté. Donc il y a vraiment une atmosphère particulière à Cincinnati autour du foot. Maintenant, les gens sont très attachés à la communauté. Donc il y a toujours ce soutien aussi lors des matchs des Reds et des Bengals.
Et comme je le disais aussi avant, il y a cette relation qu'on aimerait aussi créer un petit peu pour renforcer aussi cet aspect entre athlètes, hein? de la communauté. Oui, tout à fait. Ouais. Ça ne doit pas être évident. Puis, hors donc, je te demandais un peu quel genre de ville c'était Cincinnati également. Moi, je voyais ça un peu comme Pittsburgh, tu me disais que ça se ressemblait. Donc, c'est une ville de travailleurs. Donc, si l'équipe travaille, qu'on est près de la communauté, ça devrait relativement bien fonctionner. Je vais faire une petite clarification parce que, bon, il y a peu de chances que l'interview soit traduite en anglais, mais Pittsburgh est quand même un des gros rivales de la ville de Cincinnati, donc je ne suis pas sûr qu'ils apprécient vraiment la comparaison. C'est pas grave. Mais en termes de ville, ça reste une ville ouvrière, une ville où les gens travaillent fort, et nous, en termes de valeur au sein du club, c'est ce qu'on veut aussi valoriser. Donc, c'est les choses qu'on met en place aujourd'hui à l'heure actuelle. Dans le projet du club, on veut aussi avoir une philosophie et une culture qui est forte, où on a des joueurs, un staff et des gens qui sont à l'intérieur qui ont ces valeurs-là de travail, d'abnégation, de résilience, qui correspondent aussi à la communauté à Cincinnati. Ouais. Tu es passé par le Canada, tu es rendu du côté des États-Unis, tu as parcouru plusieurs villes des États-Unis grâce à ton travail. Parle-nous un petit peu de la popularité du foot en Amérique du Nord. Est-ce que tu trouves que ça s'en vient de mieux en mieux? Oui, c'est excitant de voir ce qui se passe. C'est excitant de voir. J'ai eu la chance, encore une fois, comme je le disais, de venir il y a 10 ans pour la première fois en Amérique du Nord, à Montréal. D'aller au Stade Saputo à cette époque-là, où l'équipe ne jouait pas encore à MLS, de voir l'engouement et de voir son évolution depuis. Ouais. Ça fait 6 ans maintenant que je suis en Amérique du Nord. J'ai fait 3 ans à Montréal et je suis sur la fin de ma 3e année à Cincinnati. Et de voir l'engouement dans les stades, de voir les fans qui sont derrière leurs équipes, eh ben, on sent qu'il y a vraiment cette évolution qui a eu lieu. On sent que ça continue de grandir. Et je pense que c'est pour le bien de la Ligue. Donc, c'est à la fois excitant pour les clubs, mais c'est aussi excitant pour les joueurs. Et ça suscite un intérêt. Quand je dis un intérêt, c'est un intérêt international de joueurs maintenant qui sont à l'extérieur de la Ligue et qui voient ça et qui n'ont plus la même mentalité qu'avant de se dire « je vais venir en pré-retraite jouer en MLS mais qui considèrent cette Ligue comme une vraie Ligue professionnelle. Où il fait bon être, où il y a de la qualité. On est bien payé également. Et aussi où l'engouement des fans est présent. Je veux qu'on parle de ce fameux appel parce que, bon, il y a eu un entraîneur qui a été congédié l'an dernier. Comme tu l'as dit, ça a fait les nouvelles, même jusque dans l'équipe, qui est quand même un journal très, très renommé en France, on va se le dire. Plus jeune entraîneur-chef de l'histoire de la MLS. Première victoire, si je ne me trompe pas, contre l'Impact de Montréal également. Écoute, ça s'est passé comment? Est-ce que ça s'est passé vite dans ta tête? Parce que là, on ne parle pas adjoint, c'est très bien, mais là, tu étais en chef d'une équipe de la MLS. Wow! Non, mais c'est ce que je disais. On essaye, je pense, qu'en tant qu'entraîneur, à un certain point, dans sa vie en général, on essaie d'être préparé, d'être toujours préparé, d'anticiper les choses. Moi, j'étais préparé avec mes choses en termes de j'ai mes convictions de travail, je sais comment je veux travailler. Quand les choses arrivent, on ne s'y attend jamais. Donc c'est vraiment un moment de transition qui est express, où il faut essayer de mettre les émotions de côté, prendre un peu de recul, analyser la situation et mettre un plan en place très rapidement. Donc cette semaine-là a été une semaine un peu marathon. Je racontais encore que pour moi, cette semaine-là était sans doute la plus longue. J'étais le matin au travail très très tôt et je rentrais très très tard le soir. Parce que quand on prend les choses en charge, il faut apporter aussi un changement assez rapide. Donc ça a été une semaine marathon qui s'est conclue par un bon match contre l'Impact et contre un match aussi avec une connotation assez particulière pour moi. Mais ça a été juste ce fameux match, parce que je m'en souviens très bien, l'Impact se devait de gagner ce match-là. C'était un peu aussi le début de la fin de l'Impact. Cette défaite contre le FC Cincinnati a commencé à avoir cette fameuse déplaque pour l'Impact, mais pour toi, tu vas t'en rappeler toute ta vie, en fait. Oui, c'est des moments, c'est un petit peu cliché de le dire, mais c'est un petit peu conte de fées d'avoir son premier match en tant qu'entraîneur-chef contre son ancien club et de gagner. Ça a une saveur particulière. Maintenant, remis dans le contexte, on était dans une période difficile. On savait qu'on rentrait aussi, qu'on allait continuer dans cette période difficile. Donc, je savais après le match que savourer, ce n'était pas la bonne chose à faire, qu'il y avait encore énormément de travail devant nous et du coup qu'il fallait vite s'y remettre. Donc c'est des moments avec le recul qui sont appréciables, mais sur le moment, il y a tellement de choses qui se passent qu'on n'a pas vraiment le temps de savourer. Rapidement, du côté des Maple Leafs de Toronto, je fais un parallèle, on a congédié Mike Babcock puis on a nommé un jeune entraîneur qui avait coaché beaucoup de joueurs
Est-ce que tu as senti, puis les joueurs des Maple Leafs ont tout de suite répondu à l'appel, est-ce que tu as senti le soutien de tes joueurs dès que tu as été nommé? Oui, j'ai senti le soutien des joueurs. J'ai voulu assez rapidement aussi leur dire que j'allais prendre mes responsabilités, que j'allais assumer ce qu'on allait vouloir mettre en place et que j'allais les protéger. Et pour moi, c'était important. À cette période-là, on était pas mal exposés. On faisait face aussi à beaucoup à des mauvais résultats, mais aussi à des blessures, à des joueurs qui sont partis pour la sélection nationale. Donc mon rôle, vraiment, c'était de les rassurer sur le fait que, OK, on entame un nouveau cycle, on va mettre des choses en place à l'échelle de la saison, mais aussi sur l'échelle du moyen-long terme, du projet moyen-long terme. Et moi, je vais être là pour protéger, prendre mes responsabilités, mais aussi remettre un certain cadre avec eux. Et les joueurs ont répondu présent. Je leur donne beaucoup de crédit aussi. Ça a été une saison qui était longue et difficile, avec beaucoup d'obstacles. Mais j'ai jamais eu le sentiment que les joueurs ont abandonné et ont refusé d'accepter les challenges qui leur étaient offerts. De toute façon, quand une équipe est bien gérée en MLS, ça peut aller excessivement rapidement. Un joueur désigné, deux, trois bons jeunes qui poussent. Alors, tu sais, la situation d'aujourd'hui, dans des fois 3-4 ans, peut être complètement changée. Merci beaucoup. Bon retour à Cincinnati. Merci. Merci pour l'invitation. Félicitations pour tout, Yohan. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup. François, parle-nous un peu de William Julien. Oui, William Julien, polyvalente Marcel Landry, juvénile D4. Victoire contre Joséphine d'Endurant en finale, 29-15. Bravo Patrick Cyr, William, puis toute la gang. Hey, écoute, on parle plus de NASCAR parce que c'est fini. Christian Boudria, notre plus grand fan, est là. C'est Guidou. Et c'est ce qui ressemblait le plus à une voiture de NASCAR. Merci François. Connu dans ma famille. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.